Bien, mesdames, messieurs, merci d'être avec nous ici à l'école 42 pour ces journées La Tech pour toutes. Deuxième conférence de cet après-midi sur le thème de la tech au service de la santé. Et nous avons le plaisir de recevoir dans l'amphithéâtre de l'école 42 Louise Mello, qui est la directrice de projet, je lis derrière vous, innovation à PHP. Donc c'est, on traduit, assistance publique, hôpitaux de Paris, c'est ça? Exactement. Bienvenue Louise. Anne-Sophie Tuzinski, pardonnez-moi si je prononce mal. C'est presque ça, Tuzinski. Tuzinski, oui, c'est tout à fait pas du tout ça. Et vous êtes la dirigeante de We Care at Work, qui est une association. Qui est une start-up de malades pour concilier maladie et travail. Une plateforme de solutions pour concilier maladie et travail. Si j'ai mes notes, c'est tout de suite beaucoup mieux. Et enfin, Baptiste Jamin, qui est cofondateur d'abord de Crisp.chat. Oui, Crisp. Ouais, et qui est un outil de support client par chat email, mais surtout Macaire. Exactement. Un projet qui a conduit à la production du premier respirateur artificiel open source. Exactement. On va parler d'open source aujourd'hui. Ils sont en forme. Hein. Et puis vous êtes accessoirement un ancien élève de 42. Et oui. Voilà, joli parcours. Mais vous n'avez pas fini la formation. Non, j'ai pas eu besoin. En fait, j'ai créé ma société. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'étudiants qui, avant même la fin de leur formation, ont la possibilité de créer leur entreprise, voire d'être embauchés. Voilà. Bah oui, finalement, à l'époque, très peu d'étudiants finissaient à l'école, parce qu'ils étaient embauchés voilà. En plein milieu de la formation. C'est une belle manière de rebondir sur la conférence précédente qui parlait de tech et d'emploi, et qui a énormément de demandes en matière d'emploi et de tech aujourd'hui, donc n'hésitez pas. Première question mesdames, messieurs, par rapport à la thématique de ces journées de la tech pour tous. Et donc, la thématique principale de ces journées organisées à 42. Quel regard, quel constat portez-vous sur la présence des femmes dans la tech? Pas forcément des hôpitaux de Paris, Louise, mais votre regard plus personnel. Oui, donc les femmes dans la tech, moi je suis ingénieure de formation, donc j'ai toujours eu beaucoup d'hommes dans mon parcours autour de moi en tant qu'étudiante. En prépa, en école d'ingénieur ensuite. Vous êtes modeste, Louise, quand vous dites que vous êtes ingénieur. Déroulez un peu votre CV qu'on rigole. J'ai fait Polytechnique. Voilà. Et ensuite, j'ai fait donc une année de spécialisation aux mines de Paris en biotechnologie et management de l'innovation. J'ai travaillé un peu chez Sanofi en marketing. Donc le marketing, c'est toujours assez féminisé. Big Pharma. Big Pharma, voilà, exactement. Et puis, j'ai toujours été intéressée par le domaine de la santé parce qu'il y a beaucoup d'humains là-dedans. Il y a beaucoup de choses à faire. On touche les gens vraiment à un moment où ils sont vulnérables. Donc, il y a beaucoup de choses à apporter. Et on a encore de la marge de progression en termes d'amélioration des parcours de soins, d'apport de technologie dans les parcours. Donc, je suis arrivée à la PHP il y a maintenant 3 ans et je travaille dans l'équipe innovation et numérique. Donc on met en place en fait des outils numériques au sein des parcours de soins. On n'est pas dans la brique développement vraiment de ces outils-là, mais vraiment dans la brique mise en place dans les parcours. Alors il s'avère qu'en fait on est une équipe qui est plutôt très féminisée, mais la DSI de l'AP c'est très masculin encore. Ceci dit, il y a de plus en plus de place quand même pour les femmes en santé. Il y a toujours eu beaucoup de femmes en santé, mais dans la tech en santé aussi, on a toute notre place là-dedans. Alors, je vous permets de passer directement à Baptiste, que le parcours Anne-Sophie est particulièrement intéressant, donc on va s'y attarder un peu plus longuement juste après, mais juste une réaction de Baptiste et d'un garçon à cette tendance, vous qui venez de la tech, qui avez fait 42, il y avait peut-être moins de filles à l'époque quand vous étiez dans les premières promos. Quel est votre sentiment par rapport à cette année? Alors moi je suis rentré à 42 en 2015, c'était déjà une école qui était assez avant-gardiste sur la question des femmes dans la tech. Je crois que quand je suis arrivé on était à 20% de filles dans l'école, ce qui dans une école d'informatique c'est juste c'est très très rare. J'ai fait avant une école d'ingénieur public que j'ai arrêtée parce que ça ne me plaisait pas du tout. En Bretagne, c'est ça? En Bretagne. Et à titre de comparaison, dans cette école, je crois qu'il devait y avoir 5% de filles. Donc une ambiance totalement différente. Et 42, en effet, était une école déjà très avant-gardiste sur la question et qui l'est encore plus. On a largement dépassé les 30%, je crois, aujourd'hui, au sein de 42. Je ne vais pas dire de bêtises. Je crois que c'est même plus que ça. Ouais. Et l'objectif de Sophie, la directrice de l'école, est d'atteindre les 50%. Assez rapidement. Les raisons pour le fait qu'il manque de filles dans la tech sont complexes. J'ai l'impression qu'il y a probablement un déficit de vocation, dans le sens où ça se voit notamment pour l'école de 42, qui est une école gratuite. Donc il n'y a pas de... Tout le monde peut y accéder.
les barrières à l'entrée sont faibles, puisque n'importe qui, qu'on sache coder ou pas, peut s'y inscrire. Et malgré tout, il y a toujours beaucoup plus de candidats hommes que de candidates. Et c'est vraiment, à mon avis, la chose à travailler aujourd'hui pour qu'il y ait plus de femmes dans la tech, c'est la rendre plus attractive pour qu'il y ait finalement plus de candidates. Alors, votre sentiment, Anne-Sophie? Après, on reviendra sur votre parcours, sur ce point de fait des femmes, la présence des femmes dans la tech. Alors moi, je viens plutôt de l'univers du CAIR, qui est extrêmement féminin. Platon a laissé des traces. Et on a onboardé une équipe digitale il y a quelques mois. Et j'ai deux hommes et une femme. Donc, je pense qu'on est vraiment très caricaturaux sur ce qui doit évoluer, pour le coup. Et je suis maman aussi de 2 jeunes femmes. Et je vois bien leur réticence, en fait, à aller vers des métiers tech. Je crois qu'elles se sentent pas légitimes, elles ont peur. C'est pas forcément des matheuses ni des scientifiques. Il n'y a pas besoin pourtant d'être matheux ou matheuse pour c'est ce qu'elles ont en tête, en fait. Ouais. Donc, on va venir avec la petite dernière ce week-end pour lui faire découvrir justement le code et les métiers de la tech sous un autre angle que celui qu'elle a en tête. Alors, Anne-Sophie, on reste avec vous. Je propose que l'on débute cette table ronde consacrée spécifiquement à la thématique de la tech au service de la santé. On l'a dit en préambule, vous êtes la dirigeante de WeCareAtWork.com, une plateforme de solutions pour concilier maladie et travail. Mais avant de parler de cette plateforme plus en détail et des actions que vous menez, c'est vraiment intéressant, j'ai vraiment été passionné lorsque vous m'avez raconté votre histoire, comment vous êtes amené à créer cette association, justement? Cette start-up, pardonnez-moi. On a créé cette start-up sur la base de nos compétences professionnelles dans le secteur de l'emploi et dans différents métiers que sont le conseil aux entreprises, les ressources humaines, le coaching, la formation et nos expériences de vie de malades ou d'aidants pour faire face à un enjeu sociétal de taille qui est souvent ignoré, qui est celui de l'emploi des personnes malades. Donc aujourd'hui, on a environ 15% de la population active qui est touchée directement par une maladie grave ou chronique. On a à peu près la même proportion d'aidants. Si par effet systémique, on a à peu près toute la population active qui est concernée par le sujet, qui a une particularité dans le monde du travail, c'est qu'il n'y existe pas. Et donc, puisqu'il n'y existe pas, il n'est pas appréhendé, pas accompagné, pas plus qu'il ne l'est à l'hôpital, ou peu encore, on en discutait à l'instant, ce qui crée de la désinsertion professionnelle massive, des difficultés pour les entreprises et puis notre Sécu qui perd des cotisants massivement. Donc l'enjeu, c'est aussi de pérenniser en fait notre capacité à soigner demain. Et donc on a décidé de s'engager sur ce sujet. On a été très vite submergé par une demande très forte de la part des employeurs et des patients. Et du coup, la tech, le numérique, s'est naturellement imposé en complément de l'équipe humaine que nous constituons de patients partenaires. Alors, pardonnez-moi d'insister, mais ce constat, il vous est venu comment? Vous en avez été confronté? J'ai été moi-même, j'ai passé une 15aine d'années dans le secteur de l'emploi, dans un groupe qui s'appelle Randstad aujourd'hui, qui s'appelait Védior à l'époque. J'ai fait pas mal de conseils auprès de dirigeants des DG et des RH, justement sur la constitution et le recrutement de leur comité de direction. Et en 2011, j'ai moi-même eu un cancer, avec une très belle expérience de vie de la maladie au travail, si tant est qu'on puisse dire qu'on a une belle expérience de vie d'une maladie comme un cancer. Mais grâce à une parole très libre de ma part, j'ai vraiment eu beaucoup de soutien, j'ai pu organiser mon absence de manière sereine et du coup, j'ai aussi autorisé les gens avec qui je travaillais à me questionner et à me faire part de leurs difficultés, que ce soit les patients d'une part, mais aussi les directions des ressources humaines. Et c'est de leur sollicitation répétée massivement qu'est née que j'ai constaté, en fait, que j'ai pu appréhender la problématique et réfléchir à comment on pouvait y répondre. La création de la start-up. Vous me disiez, en préparant cette table ronde, on n'est pas malade au travail, on est malade quand on est en arrêt maladie. Exactement. On vit dans un monde très siloté et assez manichéen. La réalité, elle est tout autre. On peut parfois travailler pendant ces traitements et on travaille au retour après une absence longue, souvent avec les conséquences de la maladie. Alors, s'agissant du sujet cancer, que je connais bien pour l'avoir vécu et continuer à le vivre, c'est pas parce qu'on a arrêté la chimiothérapie ou la radiothérapie et qu'on revient au travail que la maladie n'est plus là.
On continue à avoir des fatigues chroniques, des difficultés de concentration, des pertes de mémoire. Pour ce qui me concerne, puisque j'ai eu une mastectomie, des difficultés même à bouger mon bras gauche. Donc la maladie continue à être là, elle est présente au travail et pourtant elle y est ignorée encore aujourd'hui. Alors on va voir dans un instant les actions que vous menez justement au sein des différentes entreprises et au sein de votre start-up. Et surtout que le cancer, ça ne concerne pas que les autres. Et moi, annoncer des chiffres, moi, qui n'avais absolument pas consciente. C'est vraiment On peut demander si les gens d'ailleurs ont une idée. Est-ce que vous savez aujourd'hui combien de personnes en France vont apprendre qu'elles ont un cancer? En France? Combien de personnes en nombre aujourd'hui va apprendre en France qu'elle a un cancer? 10, 20, 100? Sur aujourd'hui. Aujourd'hui. Dans la journée. Dans la journée du... On est le... 500? Plus de 1000. 1000 par jour. Presque 1200 en l'occurrence, si on prend la croissance entre il y a 10 ans et maintenant. Donc il y a en plus une incidence énorme. Voilà, donc c'est un problème ça correspond en plus vous le disiez, à une perte d'emploi massive et à un vrai manque à gagner. Du coup, donc il y a au-delà de l'assistance naturelle et du soutien qu'on doit apporter aux personnes qui sont malades, il y a un besoin évident. Alors, c'est ainsi qu'est né wecareatwork.com. Alors, quelles sont ces missions concrètes? Quelles sont les actions que vous menez? Alors, chez We Care at Work, on propose une plateforme de solutions à nos clients qui sont des entreprises pour concilier maladie et travail. Notre dernière née, c'est une coach digitale qui s'appelle Alex et qui accompagne réellement à la fois les patients, mais aussi les managers dans les entreprises, les professionnels de santé, à l'hôpital, les assistantes sociales. Et cette plateforme, elle est couplée avec un réseau de patients partenaires et d'experts qui vont intervenir sur les sujets un peu plus pointus qui peuvent être utiles. Et vous ne l'avez pas dit, mais une grande partie de votre équipe également a connu des épreuves de maladie, donc ils sont bien placés pour incarner ces problèmes-là. Oui, c'est ce que je sous-tendais derrière le terme patient partenaire. Ouais. C'est vrai que dans notre projet d'entreprise, avec Claire, mon associée, on a d'emblée décidé d'avoir 2 piliers forts. Le premier, c'est l'alignement. Donc, on a inscrit dans notre grille de recrutement la compétence expérience de vie de la maladie. Alors, on ne va pas recruter un développeur, un product owner ou un UX designer parce qu'il a été malade. On va le recruter d'abord parce qu'il a les compétences qu'on recherche. Mais on va considérer l'expérience de vie de la maladie en tant que malade ou en tant qu'aidant ou en tant que personne ayant managé des situations de maladie dans notre grille globale. Ce qui produit la chose suivante chez nous, et ce qui, je pense, nous rend aussi assez légitimes vis-à-vis de nos clients. On a 70% des salariés de la start-up, donc on est une quinzaine dans le cercle élargi, une dizaine de salariés, une quinzaine à travailler quasiment quotidiennement pour la start-up. On a 70% de personnes qui ont été malades et on a 100% de personnes qui connaissent l'expérience de vie de la maladie, donc 30% indirectement. Et on est un peu plus de la moitié de travailleurs handicapés. Moi-même, je suis dirigeante de travailleurs handicapés. On appelle ça TIH parce qu'il y a plein d'acronymes barbares autour de nos sujets. Tous les jours. Voilà, donc c'est la première valeur de We Care. La deuxième, c'est la solidarité. Vous avez compris qu'on est une entreprise à mission et que notre mission, c'est d'aider le plus grand nombre à mieux concilier maladie et travail. Et donc, ça se traduit aussi par d'emblée la volonté de redistribuer une partie de nos bénéfices dans la mise à disposition d'une ligne téléphonique solidaire, gratuite, qui s'appelle Allo Alex et que vous pouvez solliciter. Je ne vous souhaite pas d'en avoir besoin, mais vu l'effet de nombre, il se peut que vous en ayez besoin. C'est le 0800 400 310. 0800 400 310. Et au départ, c'était avant tout des actions en présentiel. Et puis le confinement est arrivé et ça a été un basculement. Là, on rejoint la thématique de la conférence, la tech au service de la santé. Un basculement vers le digital, vers le numérique. Et vraiment un effet boost sur l'activité. Complètement boost. Imaginez-vous, on est en septembre 2019, on boucle une levée de fonds en amorçage, puisque je suis persona non grata chez les assureurs en tant qu'ancienne malade. Forcément. Donc on va chercher des capitaux privés avec un business plan qui repose essentiellement sur notre activité
de consultants, de conseils et en présentiel. Le 16 mars 2020, on nous confine et notre chiffre d'affaires prévisionnel tombe à 0. Donc on pourrait se dire c'est la fin de l'aventure. Sauf que on a une équipe qui est habituée à faire face à des annonces difficiles. On a toutes et tous été confrontés un jour dans notre vie à un cancer. Donc on entend encore beaucoup le mot mort ou une maladie grave. Et donc qu'est-ce qu'on fait ? Le 17 mars 2020, on se réunit et en quelques jours, l'offre est transformée en distanciel. Et là, entre l'effet demande et l'effet crise sanitaire et confinement, on se dit que le digital va vraiment nous permettre d'être pérenne et d'accélérer. Et on se lance donc dans ce nouveau métier. Donc on devient de jeunes tech à 50 ans pour ce qui me concerne, et on se lance dans l'aventure digitale qui aujourd'hui porte la réussite de notre entreprise, clairement. Comme quoi, des fois, le confinement a parfois du bon, du positif aussi pour certaines entreprises. Louise, c'est une belle histoire, celle d'Anne-Sophie, je trouve, en tout cas à titre personnel. Est-ce que vous aussi, au sein des hôpitaux de Paris, on sait que vous menez des actions, on va en parler ensemble, autour du numérique. Est-ce que vous avez également eu et c'est bien mérité en ce qui concerne les hôpitaux de Paris, un effet positif du confinement pour accélérer certains projets en interne ? Alors oui, complètement. Pour vous donner un ordre d'idée, le 15 mars 2020, on avait beaucoup de médecins qui n'avaient pas de logiciel de téléconsultation. Alors d'un coup, tous leurs malades étaient chez eux, on devait faire des consultations de suivi, on n'avait pas moyen de contacter nos patients et de faire des consultations à distance. On avait un plan de déploiement du logiciel de téléconsultation qui courait sur plusieurs mois. Que vous aviez prévu en amont. On avait prévu en amont de déployer ce logiciel. Le déploiement avait commencé, on avait commencé avec certains services. On a dû donner un énorme coup d'accélérateur sur le sujet. On l'a déployé en même pas 3 semaines. Donc ça a demandé quand même de la part d'un hôpital public qui est quand même une grosse machine, beaucoup de réorganisation, mais ça a été un gros coup d'accélérateur. On a fait des tutos vidéo qui était quelque chose qu'on n'avait jamais fait. Jusqu'à présent, on allait voir les médecins dans les services, on leur montrait comment on fait, et puis voilà, on les formait vraiment en présentiel à côté d'eux. Là, on a dû faire des tutos vidéo dans notre bureau en montrant voilà, sur le logiciel, il faut cliquer sur tel bouton, puis après vous faites telle manip. On a mis ça sur la chaîne YouTube de l'AP. On leur a dit, maintenant... Vous avez une chaîne YouTube ? Alors, il y a une chaîne YouTube, voilà, il faut le savoir. Formidable. Il y a plein de choses qu'on ne soupçonne pas, mais oui, on a une chaîne YouTube. Et donc, voilà, on a formé les médecins comme ça, à distance, un logiciel qu'ils ne maîtrisaient pas. Ce n'est pas forcément évident quand on connaît le monde du médical. Et en quelques semaines, on a réussi à déployer ce logiciel-là. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait reproduire à chaque fois de manière pérenne sur tous nos logiciels, parce que ça a quand même nécessité... beaucoup de ressources. On avait beaucoup de projets qui étaient à l'arrêt du fait du confinement. Donc, ça a permis de reprendre les personnes dont les projets étaient en pause pour leur dire, vous allez aider sur la téléconsultation. Moi, j'ai aidé sur quelques jours. Je peux vous dire que c'était un peu intense. Mais ça a permis de faire des belles choses. Et maintenant, on a des médecins qui sont beaucoup plus habitués à travailler avec des outils numériques. On parlait de liens avec les patients. Sur l'éducation thérapeutique, c'est un peu la même chose. Jusqu'à présent, on faisait de l'éducation thérapeutique en présentiel à l'hôpital, en groupe. Maintenant, on a aussi des groupes d'éducation thérapeutique des patients à distance avec de la visio. Ce qui permet aussi à des patients qui sont, qui ont des difficultés à se mouvoir ou à se déplacer, de ne pas avoir à se déplacer à l'hôpital pour avoir une session d'1 heure sur... comment est-ce que je voyage quand j'ai telle ou telle pathologie. Ou simplement une ordonnance. Ou simplement une ordonnance dans le cas d'une téléconsultation. Donc ça a mis un gros coup d'accélérateur, c'est sûr, et également dans les mentalités. Donc là, on est en plein dans la thématique, la tech au service de la santé. C'est au-delà, pour les stands publics et les hôpitaux de Paris, on a l'image d'une administration, même si le terme n'est pas juste, assez lourde, avec des règlements et des certifications dans le domaine de la santé extrêmement exigeantes, et puis une nécessité de lever ces freins culturels. Le confinement et au-delà, la tech vous a permis de lever concrètement ces freins culturels ? Alors oui, tout à fait. Ça nous a permis de lever les freins, certains freins au changement. On a toujours, dans toutes les organisations, il y a une résistance au changement, c'est assez naturel. Toutes les grandes entreprises. Dans toutes les grandes entreprises, tous les grands groupes. Le fait de devoir, tous ensemble, d'un coup, changer ensemble au service des patients, ça a beaucoup aidé. Maintenant, on a beaucoup plus de facilité à déployer des outils numériques. Donc ça, c'est clair que c'est un gros boost. J'ai perdu le fil de ma pensée. Lever les freins culturels. Lever des freins culturels. Et là, peut-être
l'aspect certification qui est extrêmement lourd quand on utilise des objets numériques. Complètement. Et ça, d'ailleurs, je pense que c'est une bonne opportunité de le repartager ici. Si un jour vous avez envie de lancer une start-up ou une entreprise dans le secteur de la santé, le secteur de la santé est très réglementé. On a un bel exemple là, vous allez voir. Voilà. Mais c'est important de le savoir parce que du coup, les délais peuvent être très longs. Il y a aussi des budgets à prévoir qui peuvent être assez élevés parce que la certification coûte cher. Parce qu'un essai clinique, ça prend du temps. Il faut avoir suffisamment de fonds pour tenir le temps d'arriver à la certification. Et ça, nous, ce qu'on voit à la PHP, c'est qu'il y a beaucoup de boîtes qui ne l'anticipent pas forcément. Donc, vraiment, un conseil, si jamais c'est quelque chose que vous souhaitez faire, anticipez-le. Vraiment, c'est un secteur réglementé, mais pour le bien des patients, on ne met pas sur le marché un dispositif médical invasif sans avoir vérifié qu'il est effectivement sain pour les patients et qu'il n'y a pas de problème. Ouais. Ce qui explique même les plus grandes boîtes de la tech mettent du temps à proposer certaines fonctions de santé et de les valider dans certains pays. Et on a vu avec l'Apple Watch notamment pour Apple qui a proposé un système d'électrocardiogramme, ECG, et qu'il a fallu qu'il soit certifié en France pour pouvoir activer la fonction alors qu'elle fonctionnait dans d'autres pays. Avant de passer à Baptiste, qui est un bel exemple à la fois d'avoir rebondi grâce au confinement ou à cause du confinement et qui a dû subir quelque part les affres de la certification, quelles sont les actions concrètes en matière de numérisation que vous menez, pour donner quelques exemples à l'audience ici, au sein des hôpitaux de Paris? Alors nous, on travaille sur tout ce qui est innovation et numérique, et on travaille particulièrement sur l'intégration dans les organisations des outils numériques. Alors je précise parce que de la même manière, je fais passer les messages, mais parfois on voit des entreprises qui sont très techno-push, donc ils ont une solution technologique qui est très belle, mais qui ne s'intègre pas forcément bien dans les organisations, en tout cas ils ne l'anticipent pas. Le problème, c'est que quand on veut mettre en place une solution technologique, numérique ou non, dans la vraie vie, on se pose la question de où est-ce qu'elle intervient dans le parcours du patient, comment est-ce qu'elle s'interface avec les autres outils et autres logiciels de l'hôpital ou de la ville d'ailleurs, et comment est-ce que tout ça, finalement, forme un ensemble cohérent dans le parcours du patient. Donc, c'est une des questions que nous, on se pose, et on travaille sur des sujets assez variés. Alors, on travaille sur le déploiement de Doctolib à la PHP. On travaille aussi sur comment est-ce qu'on fluidifie le parcours des patients atteints de maladies inflammatoires chroniques. Ça, c'est un exemple. On travaille aussi sur comment est-ce qu'on fluidifie la transition pédiatrie-service adulte, qui est parfois un peu compliqué pour les patients. Pour vous donner d'autres types d'exemples, on a travaillé pendant le Covid, ça c'était un exemple de projet qui s'est fait très vite. On a eu une problématique pendant le Covid, c'est que les proches ne pouvaient plus venir visiter les patients. Ça crée des situations difficiles. Donc on a aidé un médecin à mettre en place une solution de visio pour qu'on puisse faire des visites à distance. Mais ça dans un cadre qui soit sécurisé. Alors, je sais pas si j'imagine qu'on imagine bien, mais un patient qui est vraiment malade, en fait, il peut pas tenir un téléphone, il est trop fatigué, le téléphone tombe, ça tremble, on voit rien. Sur un petit écran, c'est pareil, on a un patient qui est fatigué, avoir un petit écran sur lequel on voit pas grand-chose, si en plus en face on a toute la famille, on voit rien, on n'entend rien. Donc on a mis en place une solution avec un grand écran, un vrai micro, très simple d'utilisation, un peu en mode vraiment très très low-tech. Donc ça aussi, la tech, c'est la high-tech, mais c'est aussi parfois la low-tech. Pour aider les patients et les familles à recréer du lien dans ce moment un peu compliqué qu'était le confinement. Et c'est une solution qui est encore utilisée, même si, heureusement, on en a moins besoin. Anne-Sophie, en tant que CEO ou ancienne patiente régulière, malheureusement, des hôpitaux, Baptiste qui travaillait, j'imagine, également beaucoup avec les hôpitaux. Ces initiatives, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils soient encore améliorés? Allez-y, c'est le moment. Je trouve que c'est super. Moi ce pourquoi je milite, c'est une prise en charge sociale et professionnelle plus importante des patients. Et je crois que c'est à l'ordre du jour. Ça a été mis à l'ordre des priorités de la sécurité sociale il y a maintenant 2 ans. Donc il faut un peu de temps pour décloisonner tout ça, mais je crois que ça avance. Oui, complètement. C'est vrai que les délais à l'hôpital, notamment, sont assez longs, donc tout met un peu de temps à sortir, mais complètement, c'est des sujets sur lesquels on travaille, tout ce qui est prévention. En fait, comment est-ce qu'on fait en sorte d'éviter que le patient arrive à l'hôpital, ou en tout cas d'éviter qu'il arrive avec une maladie avancée. Donc tout ce qui est prévention, lien avec la ville, c'est des sujets sur lesquels on travaille beaucoup. Et retour à l'emploi. Le médical et le numérique, c'est 2 domaines extrêmement compliqués. Il y a un vrai problème culturel entre ces 2 mondes-là.
Moi, j'ai l'impression que le secteur médical a 20 ans de retard par rapport au secteur numérique standard. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Alors moi dans pour ça que je vous ai mis au milieu. là, j'interviens pour le cadre de Macaire, qui est mon activité, on va dire, associative, mais dans ma vie professionnelle, j'ai un système de communication par chat à destination des entreprises. Et donc, naturellement, pendant le Covid, il y a des hôpitaux qui nous ont utilisés, notamment tout ce qui est le NHS, donc qui est le système de santé britannique, où ils ont commencé à remplacer pas mal de numéros verts, ou alors du moins créer des systèmes en complément avec notre système de chat. C'est les clients les plus compliqués qu'on ait. Parce qu'en fait, le numérique et santé, les deux à la base, ils s'emboîtent mal. Parce que, alors déjà, il y a un déficit. Nous, on a remarqué avec le NHS un problème culturel énorme. C'est-à-dire qu'en fait, le NHS, c'est l'équivalent des hôpitaux de Paris, mais en Grande-Bretagne. Exactement. C'est à peu près le même principe. Et ça nous demande beaucoup plus, pour nous, de temps humain en formation par rapport à tous nos autres types de clients. Ça nous demande, pour nous, c'est un effort considérable de pousser notre solution chez eux pour le même tarif ou même moins cher que les autres clients. Donc chez nous, c'est une volonté d'aller dans le système de la santé parce que c'est sociétal et qu'il y a un intérêt notamment pour les patients de passer par de la messagerie. C'est plus simple quand on a un problème, je trouve, d'écrire son problème plutôt que de parler par téléphone à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Je pense notamment aux gens qui souffrent de dépression. C'est plus simple de parler par chat plutôt que d'appeler un inconnu. Donc c'est notamment pour ça qu'on est très utilisé, qu'on a envie de pousser la solution, mais c'est vrai qu'on est face à un problème culturel très fort, même pour se faire payer. C'est les clients les plus compliqués qu'on ait pour se faire payer. Il faut passer par... J'ai compris que vous avez quelques soucis de budget en ce moment, mais Louis, je vous sens trépigner. Oui, j'aimerais répondre. Alors je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait qu'on a 20 ans de retard. En termes de tech, l'hôpital, c'est l'endroit où on trouve les derniers robots chirurgicaux, on trouve des machines d'imagerie avec des logiciels d'IA qui sont vraiment à la pointe. Alors, oui, on a encore des fax, mais à côté de ça, on a aussi des machines qui sont vraiment à la pointe. Ouais. Donc, je ne dirais pas qu'on a 20 ans de retard, c'est plutôt on a une progression inhomogène. C'est plutôt ça. Mais oui, c'est sûr qu'on a encore des fax. On a des freins qui sont en fait réglementaires. Oui. Pour répondre sur les messageries sécurisées. Alors c'est un vrai problème, on est bien d'accord. Le fait de ne pas avoir aujourd'hui de solution de messagerie instantanée type WhatsApp sécurisée déployée dans nos hôpitaux, c'est un vrai problème. Le problème, en fait, il est réglementaire. Dès qu'on a une messagerie sur laquelle on échange des données de santé, on doit être hébergé sur des serveurs agréés hébergement de données de santé. Et c'est pas le cas. Et c'est pas le cas. Aujourd'hui, on a des serveurs WhatsApp, qui sont hébergés. Facebook, pour exactement, WhatsApp, c'est Facebook. On a des messageries qui existent, mais qui sont hébergées aux US. Donc ça, c'est pas compliant avec la réglementation à laquelle nous on est soumis. Donc on a des problèmes réglementaires qui font qu'en effet c'est long. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas et qu'il n'y a pas des messageries sécurisées qui sont en cours de développement et avec lesquelles, qui nous intéressent et qu'on surveille de près. Mais en effet, on est surtout soumis à des problématiques réglementaires en fait. Et des freins culturels. Je ne nie pas le fait qu'on ait des freins culturels. Oui, ou des freins générationnels aussi, mais c'est dans toute entreprise aussi, c'est le cas. Alors Baptiste, on continue avec vous, mais sur un côté un peu plus positif, comme quoi il est possible d'innover et assez génialement pendant le confinement et dans le domaine de la santé. Vous avez été conduit à fonder Macaire, racontez-nous tout simplement. Et je crois qu'il y avait une question là. Moi, j'ai vraiment deux casquettes. Ici, je suis là parce que j'ai cofondé une fondation qui s'appelle la Fondation Macaire, on crée des respirateurs artificiels open source. Donc, c'est un autre domaine. C'est un autre domaine. C'est vraiment, on va dire, mon activité associative médicale. Et on va dire dans la vie civile. La vraie vie. Dans la vraie vie. J'ai cofondé un système de chat pour les entreprises. Donc, en gros, on permet aux entreprises de communiquer avec leurs clients, que ce soit par chat, par mail, etc. Vraiment, c'est pour du support client. Et on va dire, le système, petit à petit, notamment avec le Covid, il a été détourné par les entreprises pour résoudre des problèmes auxquels on n'avait pas pensé. Par exemple, le médical pour la relation entre des aidants et des gens qui ont des problèmes.
ou même des églises qui utilisent CRISP pour faire des confessions. Enfin, c'est vraiment... ça n'arrête pas de progrès. Voilà. Et donc, là, je suis ici pour Macaire. Ouais. Et Macaire, c'est donc un respirateur artificiel open source qu'on a cofondé pendant le Covid. Il faut savoir que le Covid a créé une forte tension mondiale sur une ressource qui était vitale, qui est les respirateurs artificiels. Je crois qu'on est monté à 7000 personnes en France en réa. Donc ça veut dire qu'il fallait un respirateur par personne pour 3 semaines au moins. Ce qu'on n'avait pas. Ce qu'on avait, mais en tout cas, c'est inouï. Enfin, c'est un besoin en matériel qu'on n'avait jamais eu avant en France et plus largement dans le monde. Et on a pris nous sommes en guerre très au sérieux chez nous et on s'est dit, mais en fait, là, le Covid, ça monte crescendo. Si les courbes continuent comme ça, en fait, on va avoir peut-être besoin en France de 20 000 machines. Ces machines, on les a pas et on ne pourra pas les produire dans un temps normal. Sachant qu'il faut se rappeler quand même, pendant le Covid, toutes les usines mondiales sont fermées, plus de relations d'approvisionnement, notamment pour les composants informatiques. Et donc, dès le premier jour, on s'est dit comment on peut aider. On a appelé les hôpitaux et notamment on est tombé sur un réanimateur à Brest qui s'appelle Erwan Lair, qui est une personne qui crée notamment des protocoles de ventilation et qui teste tous les respirateurs, les nouveaux respirateurs. Donc, c'est quelqu'un qui connaît très bien les respirateurs artificiels et qui lui-même réanimateur. Il a dit si ça continue comme ça, on pourrait manquer de respirateurs. Donc on a dit de quoi tu as besoin, dis-nous ce dont tu as besoin et on va fabriquer la machine. Et donc il nous a donné un cahier des charges et on l'a rappelé le lendemain. On lui a dit écoute, ton capteur de débit, on ne pourra pas l'acheter, il n'y en a plus. Ton écran tactile, on ne pourra pas le mettre, il n'y en a plus. En fait, c'est quoi la machine minimale dont tu as besoin? Il a dit, en fait, j'ai besoin d'un capteur de pression, 2 valves, une turbine. OK. Et donc, on a assez rapidement monté un collectif, une association, finalement, de personnes. Et des entreprises nous ont prêté des ingénieurs. Et en l'espace d'une semaine, on passe de 5 personnes à 30 personnes. Et avec beaucoup de gens qui étaient en chômage partiel, on est monté jusqu'à 300 personnes en télétravail qui ont travaillé sur ce projet-là. On a créé une caserne scientifique, donc on s'est vraiment tous confinés ensemble avec du matériel qui a été réquisitionné notamment par l'État pour qu'on puisse assez rapidement créer les premiers prototypes. C'est Apollo 13 que vous êtes en train de me décrire quasiment. Un petit peu, oui. On peut voir ça comme ça. Et on a réussi à créer un premier prototype en l'espace de 3 semaines. L'État qui a financé par le biais du ministère des Armées et du CEA le projet. Et donc, en l'espace de 3 semaines, on passe d'un prototype à une machine qui commence à être industrialisée. On fait le premier essai sur animal. Et donc, pour la première fois dans l'histoire, un être vivant est réanimé avec une machine open source. C'est vraiment une vraie innovation. Et française. Et produite en France. Il y a d'autres projets qui ont été créés. C'est-à-dire qu'il y a eu Elon Musk avec Tesla. Ils ont essayé de faire des respirateurs artificiels. Ils n'ont pas été au bout. Le MIT, qui est une université américaine. On a beaucoup parlé, pourtant. Ouais. Dyson également. Et on va dire qu'on a réussi à créer le premier prototype et la phase industrielle en l'espace de 3 semaines. On a commencé à fabriquer une centaine de machines, mais ces machines, on ne pouvait pas encore les utiliser sur des patients parce que il faut un dispositif réglementaire, notamment des autorisations de l'ANSM. On avait mal anticipé, en tout cas, cette complexité. Mais finalement, on a vraiment fait un dispositif réglementaire avec des bénévoles qui nous ont aidés. Une entreprise qui s'appelle Diabeloop, où ils avaient déjà fait un système, une pompe à insuline intelligente. Et il faut savoir qu'un respirateur artificiel, c'est un dispositif de classe 2B, donc vraiment invasif. C'est un dispositif qui est assez complexe. Et on a réussi à le normaliser. Et à ce que les autorités de santé françaises l'acceptent. Et au mois de juin 2020, à Nantes, de manière simultanée à Nantes et à Brest, ils ont réanimé des patients avec notre machine. Et c'était une première mondiale. Ah, bravo, je crois que je vais juste applaudir. Et avec une machine qui a été créée par des non-experts. C'est-à-dire qu'à la base, nous, on n'était pas du milieu médical, on ne savait pas
avant le Covid ce que c'était qu'un respirateur. Il a fallu qu'on apprenne très très vite. Mais on va dire, l'avantage, c'est comme on va dire, il y avait le « nous sommes en guerre, tout était permis ». Et ça nous a permis de... Les freins culturels. De faire sauter les freins culturels et d'avoir beaucoup d'aide. On pouvait appeler des médecins à n'importe quelle heure, même la nuit. Moi, j'ai appelé une fois un réanimateur en lui disant, c'est quoi les bonnes variables de pression? Est-ce que tu peux m'expliquer ça, ça, ça? Et il nous aide. Et on pouvait aller extrêmement vite. L'État qui nous a acheté du matériel qu'on a pu avoir dans un temps record. Tous les magasins étaient fermés. Ils nous ont la DGA qui a appelé parfois des magasins pour que le directeur ouvre le magasin. Réquisitionner des avions qui ont pu atterrir exprès pour nous faire livrer du matériel depuis la Chine. C'est absolument inouï ce qui s'est passé. C'est dommage qu'elle n'avait pas été plus médiatisée. Elle a été plutôt... ça a été plutôt médiatisé comme affaire. On va dire qu'il y a eu un vrai engouement médiatique pendant le Covid parce que les gens étaient chez eux et qui se demandaient ce qui se passait en France et dans le monde. Et donc, on a eu comme beaucoup de télé et de médias. Mais bon, après le Covid, ça s'est ralenti. Les gens sont revenus à leur vie normale. Nous, on a continué à travailler très, très dur. Et ça a été là, finalement, que c'était le plus dur, c'est la vie d'après Covid. Et nous, il fallait qu'on continue, malgré notre travail, à avancer. Par exemple, on a continué à faire des évolutions sur la machine. C'est-à-dire que la machine qui a été utilisée, on va dire en 2020, en juin 2020, c'était une machine assez minimale. On parle de low-tech. Donc la low-tech, c'est vraiment des machines avec rudimentaires. Et après, quand les chaînes d'approvisionnement ont fini par devenir plus normales, on a pu commencer à mettre un écran tactile sur la machine, rajouter de nouveaux capteurs, etc. Avoir une machine qui est vraiment dans les standards d'un hôpital. On a demandé vraiment le cahier des charges aux médecins. Voilà, c'est quoi une machine normale, un respirateur normal dans un hôpital? Et on l'a fait. Et donc ça a été un travail très dur. Et il y a eu le variant Delta qui est arrivé l'année dernière. Des pays, notamment comme l'Inde, se sont pris un raz-de-marée de patients et il a fallu livrer dans un temps record des centaines de machines. Donc c'est pas ponctuel, c'est quelque chose qui continue. Vous avez produit combien de machines à ce genre? Aujourd'hui, à peu près en France, 200 machines qui ont été produites. Et aujourd'hui, il y a des machines qui sont produites dans d'autres pays. C'est une machine qui est open source, donc les plans sont disponibles sur Internet. C'est la vertu de l'open source, il n'y a pas de brevet en clair. Non, il n'y a pas de brevet. On a fait en sorte de ne pas utiliser de choses brevetées. C'est vraiment une conception nouvelle de respirateur qui a beaucoup de logiciels dedans. C'est-à-dire qu'un respirateur, à la base, c'est quand même, on va dire, 80% de mécanique de précision et 20% de logiciel. Nous, on a fait totalement l'inverse. Le Macaire, c'est un respirateur avec une mécanique assez simple, un peu débile. C'est 2 valves, une turbine. C'est mécaniquement assez simple, mais c'est un peu comme un drone. Un drone, finalement, c'est 4 hélices avec 4 moteurs. C'est très simple visuellement. Mais ce qui fait qu'un drone, ça fonctionne de manière très stable, c'est parce que c'est très intelligent. Et notre respirateur, il fonctionne un peu de manière similaire qu'un drone. C'est-à-dire qu'on mesure des milliers de fois à la seconde tous les paramètres et on va aller agir et compenser les valves de la machine pour on va totalement piloter la pression dans les poumons du patient. Et l'autre vertu de l'open source, c'est que comme il n'y a pas de brevet et au-delà, il n'y a pas forcément une volonté de faire des profits, c'est que c'est une technologie qui est beaucoup, beaucoup moins chère. Oui, en fait, il faut savoir que... Alors, je disais notamment que la santé a 20 ans de retard. Sur un domaine, notamment, c'est la partie hardware, sur le matériel qui est utilisé. Même, en fait, le matériel de pointe dans les scanners, etc. Si on regarde l'électronique ou le logiciel qui est dedans, c'est des choses qui ont 20 ans, en fait, technologiquement parlant. Et il n'y a pas d'open source dedans. Alors, l'open source, ça a une vraie vertu. Ça a été créé l'open source dans les années 80, notamment parce que les imprimantes à l'époque, le code source était fermé et il y avait un bug dans une imprimante. Et au bout de 1000 impressions, on ne pouvait plus imprimer. Donc il y a un ingénieur qui s'est dit, est-ce que je ne pourrais pas modifier le code de l'imprimante pour qu'on fasse sauter cette limite de 1000 impressions? Et le code source a fini par se distribuer par mail à l'époque. Et c'est comme ça qu'est devenu
du code open source. Le problème dans le médical, c'est que chaque capteur dans les respirateurs, chaque brique de logiciel, il faut la réinventer à chaque fois. C'est-à-dire qu'en fait, il est propriétaire à chaque fois. Voilà, il est propriétaire. C'est-à-dire que nous, quand on avait des capteurs médicaux, c'est des capteurs qu'on achetait sur étagère, faits par des fabricants de matériel médical. Ils nous livrent un capteur, on ne sait pas comment parler au capteur. C'est-à-dire qu'un capteur, il faut envoyer ce qu'on appelle des datagrammes. En fait, c'est comme un langage. Pour faire parler au capteur, quelle est la pression? Et le capteur, il nous envoie la pression. Nous, dans le milieu classique informatique, quand on veut utiliser un capteur, un logiciel, il y a une librairie toute prête, on installe la librairie, il y a plein de gens qui travaillent sur cette librairie, et on peut très facilement faire parler le capteur. Là, ça n'existe pas, et chaque fois, on est obligé de réinventer la roue pour résoudre ces problèmes-là. Et en fait, ça crée une tonne de bugs. Parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais quand on est obligé de refaire nous-mêmes le code pour faire parler un capteur, que d'ailleurs peut-être 1000 entreprises sont obligées de refaire le même code pour faire parler le même capteur. Et en fait, ça crée des bugs, surtout que ces capteurs, comme on ne se partage pas les codes pour les faire parler, les codes, ils sont tous criblés de bugs, et les capteurs, parfois, ils bug, faut les faire rebooter. Vous imaginez quand un patient... et on est en train de le faire respirer, il y a des capteurs qui bug. Le fabricant sait que le capteur bug, et en fait, la seule manière de contourner le problème, c'est de faire une interruption électrique sur le capteur et de le faire rebooter. Faire redémarrer. Et il n'y a pas de problème. Alors, vous n'avez pas répondu à ma question, Baptiste. Ça coûte beaucoup moins cher, c'est-à-dire par rapport à un respirateur classique. Eh bien, le fait qu'on utilise des bribes open source, on peut faciliter la création du matériel et du logiciel. Et en fait, on a moins à réinventer la roue, finalement. Et donc, on va mettre moins de temps à concevoir les solutions. Et on peut utiliser aussi des solutions comme ça qui sont utilisées dans le milieu informatique standard. Par exemple, nous, dans notre respirateur, on a contourné certaines normes médicales en faisant une carte qui fait l'asservissement de la respiration du patient et une carte séparée qui est un Raspberry Pi, qui est utilisé de manière mondiale dans l'informatique, qui est open source et ça coûte $50. Mini PC open source. C'est un mini PC qui coûte $50 et qui est sur nos machines. Ça ne sert que à afficher la dalle LCD. Et donc finalement, quand on va changer les paramètres sur ce petit PC tactile, ça ne fait que envoyer des instructions à une carte industrielle médicale qui est faite par un fabricant de matériel médical. Ça suffit largement. Et ça suffit largement. Et si on avait dû faire la même chose avec un PC certifié dans la santé, on serait passé de $50 pour ce module-là à $2000. Alors, vous m'avez annoncé, en gros, parce que vous ne voulez pas dire le chiffre, c'est à peu près $2000. Voilà, $2000 contre 10 à 20 000 pour un respirateur classique. Et encore $2000 en coût de production. Ouais. Nous, on est une fondation, donc on n'est pas. Alors, c'est des chiffres qui vont. C'est pas fort profit, quoi. C'est des chiffres. Vous pouvez poser des questions, mais il y aura un petit quart de questions. Et on le fait avec des achats de composants en pleine crise, c'est-à-dire en achetant les composants au prix fort. Ouais. Hors période de tension, on pourra faire 2 fois moins cher. Alors, c'est un bel exemple, encore une fois, l'open source, parce que ça va baisser les coûts. Ça vous réconcilie avec Louise, parce que c'est un vrai problème. Les coûts aujourd'hui dans l'hôpital, les budgets qui sont. Voilà. Oui, tout à fait. Enfin, tout le monde le sait, hein, l'hôpital aujourd'hui, c'est un peu en crise. On a un budget qui n'est pas du tout extensible. On manque de ressources, qu'elles soient humaines, financières. Enfin, c'est clairement aujourd'hui un sujet pour nous. Donc, toutes les initiatives qui amènent à faire baisser les coûts de ce qu'on doit acheter, évidemment, c'est quelque chose que je trouve vraiment, vraiment, vraiment top. Je voulais rebondir sur ce que vous disiez. Aujourd'hui, je sais pas vraiment ce qu'il en est en termes d'achat. Enfin, je vais pas parler de ce que je connais pas à l'hôpital, je connais pas non plus tout. Donc, en termes d'achat, je sais pas exactement comment on gère le fait d'acheter quelque chose qui est en open source versus non. En revanche, c'est un sujet qu'on se pose nous une question qu'on se pose dans les projets qu'on mène. Lorsqu'on fait des projets informatiques à l'hôpital aujourd'hui, on se pose la question de faire de l'open source. On fait du partage avec les autres CHU aussi.
pour pouvoir mettre en place des outils numériques. Et l'avantage quand on utilise l'open source, c'est qu'on mutualise les problèmes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 1000 autres entreprises qui ont le même problème. Quand il y a un bug, on peut collectivement le résoudre. Nous, par exemple, dans mon entreprise CRISP de support client, logiciel de support client, ça a beau être un logiciel payant, on a plein de trucs qu'on a créés, qu'on a mis en open source, parce que c'est pas notre cœur de métier de faire ces choses-là. Et l'avantage, c'est que collectivement, il y a d'autres personnes qui viennent nous aider à améliorer ces briques-là. Et de manière collective, on peut améliorer les logiciels, et ça permet de résoudre les bugs, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Anne-Sophie, l'open source, ça vous ouvre de nouvelles perspectives. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative ? Ça nous parle puisqu'on est sur notre web app tourne sur un framework open source. Voilà. Et on a fait ce choix d'emblée, notamment pour les raisons que tu évoques. Ça nous permet d'être plus performants. Et par exemple, un truc qui nous a surpris, c'est que nous, donc notre respirateur artificiel, en effet, le matériel est open source, mais le logiciel l'est aussi. Donc, dans tous les respirateurs aujourd'hui qui existent, c'est un petit peu comme comparer un Linux ou un Android par rapport à un Windows. C'est-à-dire qu'en fait, le Windows, c'est le code source de Windows, on peut pas le modifier. Aujourd'hui, dans tous les respirateurs artificiels du marché, le code source, il est fermé. C'est chasse gardée, on n'y touche pas. Et il y a des centaines de chercheurs qui ont inventé des nouveaux algorithmes de respiration qui permettent quand même d'augmenter les chances de survie de manière significative. Par exemple, pour administrer de l'oxygène de manière intelligente. Aujourd'hui, ces chercheurs, ils peuvent juste pas modifier le moindre respirateur pour tester et faire un essai clinique avec ces nouveaux algorithmes parce que on peut pas modifier le code source. Et c'est quand même incroyable. Et donc c'est très limitant. Et donc aujourd'hui, nous, notre machine, comme elle est open source, ils achètent la machine, ils modifient le code source. Après, ils le refont certifié par les autorités de santé et ça permet de faire des essais cliniques avec des nouveaux systèmes d'administration d'oxygène, des nouveaux algorithmes de pilotage de pression. Et l'open source dans le milieu médical, ça peut vraiment être un vrai vecteur d'amélioration de chances des survies, tout simplement, des patients, parce qu'on peut aller beaucoup plus vite. Vous imaginez, quand les fabricants, aujourd'hui, ferment leur code source, en fait, ça induit un vrai retard dans les évolutions. En plus, ils sont pas très bons en logiciel. On a découvert des choses absolument incroyables sur les interfaces des respirateurs artificiels. On est à 15 ans de retard avec une interface d'iPhone. Enfin, c'est nul. Disons qu'ils optimisent leur investissement. Voilà. On peut voir ça comme ça. Initial, voilà. Du coup, Baptiste, vous voulez vraiment généraliser l'open source dans le médical. Il y a d'autres projets sur lesquels vous travaillez aujourd'hui. Oui, donc aujourd'hui, nous, on lance une fondation. On ne va pas s'arrêter qu'au respirateur. Le respirateur, pour nous, ça a été un vecteur de début. Ça nous a permis vraiment de créer des nouvelles briques pour faire de l'open source dans la santé. Des nouvelles briques hardware. Par exemple, la carte mère du Macaire, c'est une carte mère aujourd'hui qui est certifiée médicale, mais elle peut servir à faire un tas d'autres choses. C'est une carte mère, finalement, c'est un peu comme le Raspberry ou l'Arduino, pour à qui certains ça parle. L'Arduino, c'est de l'open source électronique. Mais en fait, on a fait un peu l'Arduino du médical. Et aujourd'hui, avec ça, on peut refaire des pouces-seringues, des systèmes de radio. Et nous, notre ambition, c'est un petit peu de faire comme ce que Biogarant a fait dans le médicament. C'est-à-dire qu'il y a de l'aspirine Biogarant, c'est pareil que le Doliprane, ça coûte juste moins cher et sur tout un tas de. Vous voulez faire des génériques? Voilà, on veut juste faire du matériel médical générique qui offre la même équivalence, la même bioéquivalence que d'autres matériels, mais juste beaucoup moins cher. Louise. Oui, je voulais rebondir sur le fait que alors les hôpitaux, on est soumis au code des marchés publics, donc on ne peut pas changer juste comme ça de fournisseur de matériel. Mais du coup, on a hâte de vous voir sur les rangs pour les prochains appels d'offres. C'est terriblement compliqué parce qu'on est on a fait face à un gros problème culturel, notamment des médecins, parce que on a entendu par voie de la presse certains. Vous avez bien vu pendant le Covid, il y avait des médecins sur tous les plateaux télé. Et une fois, je regardais BFM et j'ai vu un médecin dire "Écoutez, si on pouvait faire un respirateur avec 3 bouts de tuyaux, ça se saurait." J'ai compris le truc, parce qu'en fait, le Macaire, notre système, il est basé avec justement 3 bouts de tuyaux. C'est-à-dire qu'en fait, un respirateur artificiel,
le nerf de la guerre d'un respirateur artificiel, c'est de faire varier de la pression dans des valves de manière extrêmement fine. Et toutes les valves qui sont dans les respirateurs artificiels, c'est des valves qui sont brevetées et qui coûtent très cher. Et dans notre équipe, il y avait des ingénieurs de Formule 1, notamment qui travaillent sur les Formule 1 chez Renault, des ingénieurs qui font des sous-marins, etc. Et ils ne viennent pas du monde médical. Et eux se sont dit, mais attendez, pour faire varier de la pression, on pourrait juste utiliser un flexible médical qui est normé santé, on fait passer de l'air qui est propre dedans, on l'écrase avec une petite valve, et en fonction de combien on écrase la valve, enfin combien on écrase le tuyau, on fait envoyer plus ou moins d'air. Et on s'est dit, mais c'est débile ton astuce, enfin, comment ça marche? Ben oui, mais c'est débile, mais ça marche, regardez. Dans la nuit, on fait un prototype, le lendemain, on amène ça à l'hôpital de Nantes, par un ingénieur de l'hôpital branche ça sur un banc de test. Sa solution de l'ingénieur de Formule 1 fonctionnait à 2% près, identiquement à un respirateur professionnel. Alors, du coup, j'ai une question, c'est pourquoi aujourd'hui vous n'êtes pas encore acheté par des hôpitaux? En fait, ça coûte très très cher. On n'a pas encore terminé la norme CE. Il faut savoir que cette norme CE, elle est extrêmement compliquée. Il faut quand même résister à un choc de 9G. Par exemple, sur le respirateur, il faudrait que vous prenez le respirateur, vous faites une accélération de 9G dans la machine et il faut que tout soit intact et que l'écran ne soit pas cassé. C'est extrêmement compliqué, on n'y est pas encore. Faut qu'il y ait des résistances électromagnétiques, c'est-à-dire que vous mettez la machine à côté d'un IRM, l'IRM émet des rayonnements extrêmement forts. Il faut qu'il n'y ait absolument aucun bug, que les variations de pression ne changent pas. Donc ça, on l'a, mais c'est compliqué à faire. Vous avez besoin de fonds, vous avez besoin aujourd'hui de fonds, de temps. En fait, normer un dispositif de santé, c'est 1 à 2 millions. D'accord. Et 2 ans. Bien. Et puis en face de vous, on est en plein dedans. Ça coûte extrêmement cher. Il y a qui? General Electric, il y a Philips, il y a des... Air Liquide en France, Dragueur. Qui ont quelques moyens, seulement qu'on puisse dire. Mais après, c'est pour ça que ça coûte cher, en fait. Ça coûte... En fait, la technologie du truc coûte 20% et tout le reste, c'est du légal et du normatif. Tout le reste, en fait, c'est 80% de paperasse. Comment vous avez réuni toutes ces personnes différentes? On a eu beaucoup de chance, c'est que... en fait, c'est un peu nous sommes en guerre, quoi. En fait, beaucoup d'ingénieurs se sont dit, il va vraiment y avoir un problème si on fait rien. Imaginez que le Covid, admettons, on se serait pris le variant Delta dès la première vague. Ça aurait été une catastrophe. Mais vraiment une catastrophe. Il aurait fallu 5 fois plus de machines et on aurait vraiment besoin de produire beaucoup plus de machines. Il y a plein d'ingénieurs qui se sont dit je vais quitter ma femme, mes gosses et je vous rejoins pour résoudre le problème. Des entreprises qui nous ont prêté leurs ingénieurs pour résoudre le problème. À la fin, on était 300. On ne se connaissait pas. On a juste tous résolu le problème. Parce que c'était urgent. Alors, sans transition, quand on parle de santé et de tech, on a abordé le sujet très rapidement avec Louise tout à l'heure en préambule. On parle souvent de... Il y a une problématique qui rejaillit très rapidement, notamment dans l'opinion publique, c'est la problématique de la collecte des données. On l'a vécu pendant le confinement, on l'a vécu après le confinement, avec l'application notamment anti-Covid. Il y a une vraie méfiance du grand public quand il s'agit de collecte de données. C'est un vrai problème aujourd'hui pour la tech au service de la santé. Alors comment on fait aujourd'hui? Ça vous touche tous les trois, j'imagine, toutes et tous, pour collecter les données et assurer c'est dur à dire, l'anonymisation. Merci. Alors, en effet, la sécurité des données de santé, c'est un sujet sur lequel nous, hôpitaux, on est extrêmement vigilants. Que ce soit en interne sur les projets qu'on crée et qu'on porte nous, et avec des partenaires externes. Alors, je peux vous dire que dès qu'on a un partenaire qui vient en disant « je veux faire... j'ai tel projet, j'ai telle solution, génial, mais j'ai besoin d'avoir accès aux données de vos patients. » Alors là, en général, on fait « oulala, qu'est-ce qu'il en est ?» S'ils veulent récupérer les données pour eux, on n'en parle même pas. On est extrêmement vigilants sur ces sujets-là. De la même manière, on parlerait de réglementaire tout à l'heure. C'est des choses qui sont extrêmement encadrées. Donc, nous, on fait très, très attention à être dans les clous. Maintenant, c'est vrai que tant qu'on respecte ces normes-là, et la France est un des pays où les plus, vraiment les plus drastiques sur la question de la sécurité des données de santé, on est, c'est sécurisé.
Quand vos données elles sont stockées à l'hôpital, c'est sécurisé. Quand vous faites appel à des données d'une solution qui n'est pas l'hôpital, c'est sécurisé. Sur la fameuse question de l'anonymisation, alors c'est un vrai sujet. Alors il faut savoir que l'anonymisation d'une donnée, c'est pas juste j'ai enlevé le nom, le prénom. Ça veut dire quel que soit le recoupement que je fais des données que j'ai, je n'arrive pas à trouver qui est la personne. Par exemple, si on prend quelqu'un qui a une maladie rare, si j'ai la maladie rare et le département, en fait, je sais qui c'est. Donc la donnée n'est pas anonymisée. Il y a souvent la confusion entre pseudonymisation, qui est j'ai enlevé le nom, j'ai mis un pseudonyme, et anonymisation. Les données anonymisées, c'est compliqué à faire, à créer et à gérer derrière. Donc nous, en général, quand on travaille avec des entreprises externes, on essaye de travailler sur des données anonymisées dans la mesure du possible. En tout cas, pseudonymisées, ou alors on les fait travailler sur des données en interne. Les données ne sortent pas de l'hôpital là où elles sont gérées de manière sécurisée. Vous avez une question ? Je vous en prie. Dans ce domaine-là. Alors, je ne suis pas experte du sujet, donc je vais vous répondre avec ce que je sais, ce que je connais. Alors, oui, bien sûr. Mais alors, sur le Health Data Hub, en effet, il y a des problématiques, notamment d'hébergement et des données, notamment où est-ce que se situent les serveurs. Aujourd'hui, les serveurs, ils sont aux US, et c'est aussi pour ça que le projet est un peu en pause. On est en discussion, les grands CHU européens sont en discussion pour essayer de justement négocier avec Microsoft pour mettre en place des serveurs en Europe qui soient donc soumis aux droits européens, et on n'aura plus ces problématiques-là. Par exemple, à la PHP, on a un entrepôt de données de santé qui est hébergé en France pour faire de la recherche sur les données. Mais on informe les patients du fait que leurs données, est-ce qu'ils sont d'accord ou pas avec le fait que leurs données soient réutilisées. Sur le volet Mon Espace Santé, alors très honnêtement, j'avoue, j'ai pas ouvert, je suis pas allée voir Mon Espace Santé. Donc je sais. Oui, j'imagine bien. Je sais pas. Du coup, je ne sais pas. N'étant pas allée voir, je ne sais pas à quel moment. Données des Français et il y a des hôpitaux qui avaient refusé. Alors pas à ma connaissance. Je pense que les données qui étaient transmises c'était des données, des grands chiffres macro, mais absolument pas des données personnelles. Anne-Sophie, une réaction quand même à cette problématique de collecte de données qui vous touche également, j'imagine. Oui, même si on ne collecte pas des données de santé en tant que telles, mais plutôt des données liées aux conséquences de la maladie sur le parcours professionnel. Nous, on a tenu à ce que tout soit carré, vraiment au niveau RGPD. On s'est doté, même si on est une toute petite entreprise, d'un DPO dès le départ. On est hébergé sur serveur HDS. On choisit des serveurs qui sont en France, qui sont situés en France. Voilà. Donc on est, je pense, en tant que patient, très sensible au sujet, même si on croit vraiment dans la diffusion des datas pour pouvoir progresser, qu'on puisse avoir le choix. Baptiste, pour conclure ? Je suis assez pessimiste sur la sécurité et du médical. Notamment, il y a eu une grosse fuite de tests PCR il n'y a pas très longtemps. Et franchement, j'étais scandalisé de voir comment ça s'est passé. C'était un CMS à la con qu'on n'utilise plus depuis 10 ans. Ouais. Et qui était ouvert, mais je parle d'un bug débile. Je suis un ancien hacker, et quand j'ai vu le truc, je me suis dit, mais comment ça peut exister ? Et il faut savoir aujourd'hui que on parle, on est dans l'actualité où on essaie toutes les entreprises, vu ce qui se passe dans le contexte actuel, essaient de sécuriser tout ce qui se passe. Si le secteur de la santé est épargné pour l'instant par toutes les fuites de données, c'est parce que les hackers ont quand même une certaine éthique de ne pas pirater les hôpitaux. Alors je suis désolée, mais c'est pas vrai. Des attaques informatiques sur le système de la PHP, c'est tout le temps. Quand je suis arrivée à la PHP il y a 3 ans, alors régulièrement on a... En vrai, ça pourrait être beaucoup plus massif. Je vous assure que c'est très fréquent, et les raisons pour lesquelles on n'a pas plus de fuites informatiques, c'est que vraiment c'est très sécurisé. Moi, je suis très surpris de voir que certains serveurs sont sur des Windows pas patchés, des vieilles versions. Nous-mêmes, on a utilisé du matériel, des respirateurs artificiels qu'on a benchmarké. On se branche avec un port Ethernet, avec n'importe outil qu'un ado peut utiliser. On pirate le truc en 30 secondes. Et en fait, j'ai l'impression que tout est comme ça aujourd'hui dans le domaine de la santé. Donc, Mais du coup, tu penses que c'est utopique, cette protection des données ? Mais c'est pas parce qu'on est GDPR, RGPD compliant, qu'on a un DPO, que ça y est, le truc est sécurisé. En fait, on
on est dans le cadre réglementaire, c'est sécurisé sur le papier, c'est-à-dire qu'en fait, on se met dans un cadre où on est respectueux des données, mais c'est pas pour autant que c'est sécurisé. C'est-à-dire qu'en fait, on peut très bien avoir une faille énorme sur le serveur et limite le serveur il est ouvert sur Internet et n'importe qui peut se connecter à la base de données. Enfin, c'est ce qui s'est littéralement passé pour cette histoire de fuite de tests PCR. Donc, tu donnerais quel conseil? En fait, le problème pour moi sur l'hôpital, parce que j'ai l'impression sur l'hôpital, c'est à peu près le même souci qui est dans les universités, par exemple, c'est que les professionnels qui travaillent dans ces structures-là, ils sont moins bien payés. Et donc, en fait, c'est pas pour être méchant, hein, mais les informaticiens à la DSI des hôpitaux, ils sont moins bons que sur les entreprises du privé, en fait. Je suis pas sûre de ça. Je pense qu'on a un sujet à l'hôpital qui est comment est-ce qu'on sensibilise tous nos professionnels à la notion de qu'est-ce qu'une donnée personnelle, qu'est-ce qu'une donnée de santé. Ça, c'est sûr. C'est des personnes qui sont pas forcément formées à ça. Je prends votre question après. En revanche, nos DSI sont très bons. On a évidemment des DPO. Enfin, je parle pour la PHP. Alors, c'est sûr que des failles, j'imagine que dans toutes les entreprises et tous les systèmes informatiques, on peut trouver des failles. C'est pas parce qu'on a trouvé une faille que le reste du système n'est pas sécurisé. Mais, notamment, les géants aujourd'hui numériques peuvent se permettre de payer des ingénieurs à 100 000 euros par an, alors que vous le ferez pas à la PHP. Et donc, il y a un moment, il faut que les gens qui travaillent là-dedans, ils aient envie de travailler pour le service public. Et... Si vous voulez renégocier les salaires du service public, allez-y. Hein. Non, mais à mon avis, ça fait partie des problèmes. C'est lié au fait que les professionnels qui sont dans ce genre de structure, ils évoluent moins vite, etc. Alors, on peut aussi avoir des super bons professionnels, et heureusement, qui, de la même manière que tu portes, et je porte aussi, puisque je suis aussi fondatrice d'une association, des projets à vocation sociétale et non lucrative, eux décident de s'engager réellement dans le secteur, dans le service public. Oui, moi, j'en croise tout le temps. Même nous, non, pour Macaire, c'est une vraie chance aussi. C'est pas un job comme un autre. C'est pas un job comme un autre. Ça, c'est certain. Mais il y a une catégorie. Mais il faut une vocation, quoi. Exactement, mais ça existe. Voilà, le mot est lâché. Alors, on va passer aux questions. J'arriverai pas à vous réconcilier aujourd'hui, mais je ne désespère pas Baptiste et Louise. Allez, on a un petit quart d'heure pour des questions-réponses, si vous en avez. La même chose tous les trois, c'est-à-dire qu'il faut sécuriser le système. Ça, c'est évident. Ça, c'est évident. On peut pas être. Bah oui. Là, vous avez vu, il y a une commission de la fonction publique pour les informaticiens. Il y a un exemple, c'est que l'État externalise beaucoup de choses en numérique. Il y a notamment le gros plantage du projet Louvois, qui était le système de paix des armées, où en fait, un système de paix, c'est quand même c'est compliqué, mais c'est pas non plus archi compliqué. En fait, du fait que le système de paix des armées soit archi compliqué, c'est comme la paix des enseignants, il y a 1000 règles. C'est super compliqué, donc du coup, il a fallu faire un logiciel assez compliqué pour résoudre ce problème-là. Le chiffrage devait être fait à 50 millions. Je crois que c'est Capgemini qui a dit nous, on a déjà fait à peu près un logiciel qui ressemble à peu près à ça, on vous le fait pour 50 millions. Au final, dépassement budgétaire, et ça coûtait 1 milliard à l'État. Heureusement, depuis le mandat de François Hollande, il y a eu une vraie prise de conscience, et il y a eu un truc qui a été créé qui s'appelle le Betagouv, qui est en fait ce qu'on appelle des startups d'État. Et en fait, aujourd'hui, il y a des petites entreprises, de micro-entrepreneurs, qui créent des projets pour l'État. Et après, quand les projets fonctionnent, ils sont internalisés dans l'État. Donc, par exemple, il y a des grands projets comme France Connect. France Connect, que tout le monde utilise pour se connecter à ses impôts, à sa carte, à son compte Amélie. S'identifier, c'est génial. Parce qu'avant, on avait un mot de passe pour chaque truc. Maintenant, avec on utilise France Connect et ça marche. Ça, c'est quelque chose qui est passé par Betagouv, et ça a permis à l'État, franchement, pour une somme dérisoire, on parle peut-être de quelques millions d'euros, de construire ça, alors qu'en fait, si c'était une SS2I du marché classique qu'il avait fait, ça leur aurait coûté peut-être 500 millions. Qui avait une question, je crois, de ce côté-là? Oui, c'était vous. Allez-y, madame. Il y a plein de choses qui sont en medtech, en e-santé. Alors, je pense notamment à la détection des cancers de la peau, à des techniques d'imagerie particulières pour les cancers du sein. Ça évolue en fait tous les jours. Donc, ça a des gens qui s'occupent du sujet, en fait.
Il y en a plein, mais il y a sûrement encore plein de trous dans la raquette et de sujets à inventer. Pour compléter, il y a de plus en plus de solutions de télésuivi aussi, notamment pour les patients atteints de cancer. Le télésuivi, c'est quand on vous donne une application, qu'on vous envoie des questionnaires régulièrement à domicile pour pouvoir suivre en vie réelle en fait, votre évolution. Du coup, on va pouvoir, par exemple, suivre le poids, le rythme cardiaque, etc., pour pouvoir détecter plus vite des problématiques. Donc ça, c'est des solutions qui se développent de plus en plus. Ou même l'ARN messager, qui a été développé quand même pendant le Covid. Donc des innovations en cancéro, il y en a tout le temps et à peu près sur tous les sujets. Un des parents pauvres, c'est le sujet social et d'emploi. On essaye d'y remédier. Est-ce que nous avons encore des questions? N'hésitez pas. On a pris notre temps, on a encore du temps. Madame, je vous en prie. Alex, et nos solutions en fait sont adaptées à toutes les pathologies. Alors vous avez retenu cancer parce que ça fait partie de mon histoire personnelle, mais en l'occurrence dans l'équipe, on est atteint de plein de pathologies différentes, dont des dépressions sévères et des maladies mentales. Voilà. Donc nos solutions, elles sont pensées largement pour toutes les pathologies. Elles sont évolutives aussi parce que finalement, c'est au fur et à mesure que les utilisateurs utilisent notre solution qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui ne sont pas adaptées ou qui sont manquantes et on réajuste en permanence en fait. Nous, nos clients chez We Care at Work sont des employeurs qui achètent notre solution pour la mettre à disposition de leurs salariés confrontés à la maladie. Ça ne veut pas dire seulement des malades d'ailleurs, ça peut être des aidants, ça peut être des managers, ça peut être des collègues. Et ce que propose notre plateforme digitale, qui est adoptée avec des interventions humaines quand nécessaire, c'est de mettre la bonne information à disposition au bon moment. Ce sont des conseils, ce sont des témoignages, c'est une communauté d'entraide qui va permettre de mieux concilier le parcours de soins et le parcours de vie professionnelle. Je ne sais pas si c'est plus clair pour vous. Par exemple, une personne vient d'apprendre qu'elle est atteinte d'une endométriose après quelques années d'errance de diagnostic. Et elle se demande si elle doit en parler à son employeur ou pas. Notre solution, en détectant en fait son profil et son besoin, va lui pousser les informations légales. Si vous êtes absente, si vous êtes salarié du secteur privé, que vous êtes absente, vous devez envoyer votre arrêt de travail dans les 48 heures. Mais vous n'avez aucune obligation légale de dire à votre employeur que vous êtes malade et atteinte d'une endométriose. Néanmoins, peut-être pouvez-vous vous interroger, donc c'est aussi un outil d'aide à la décision, ça fonctionne vraiment comme un coach digital. Néanmoins, interrogez-vous sur le fait de dire ou pas dire la maladie à votre employeur. Quels sont les risques? Quels sont les bénéfices que vous pourriez tirer d'exprimer, en fait, non pas forcément la pathologie dont vous souffrez, mais d'expliquer quelles vont être les conséquences de votre maladie dans votre vie professionnelle et comment ensemble vous allez pouvoir mettre en place des solutions adaptées. Ça peut être un peu plus tard dans le parcours de soins. Les conséquences de ma maladie sont durables. Elles vont bien au-delà de mon arrêt de travail, bien au-delà du temps partiel thérapeutique dont j'ai pu bénéficier. Comment je vais pouvoir continuer à travailler dans des conditions adaptées? Donc, Alex va pouvoir pousser, par exemple, la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, va expliquer ce que c'est, ce que ça va pouvoir apporter, comment ça peut être mobilisé, auprès de qui. Et puis ensuite, in fine, c'est toujours l'utilisateur qui est décisionnaire. Si on est dans le cadre d'un manager, on va avoir des questions posées comme un salarié vient de m'annoncer qu'il est gravement malade ou que son enfant est gravement malade. Je ne sais pas comment réagir. Comment est-ce que je peux réagir? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que j'ai le droit de solliciter mes salariés quand ils sont en arrêt de travail? C'est tout ce panel en fait de questions d'interrogation dont les réponses prennent appui à la fois sur des dispositifs légaux, contractuels, négociés, mais aussi sur des questions de posture et de relations interpersonnelles qui vont être en fait interrogées et produites dans l'utilisation de la plateforme. Et quand un ou une salariée a une question vraiment un peu plus pointue, il peut décrocher son téléphone ou écrire «
mais ça doit être beaucoup moins performant que ta solution à Allo Alex pour obtenir des réponses. Et quand un ou une salariée ou un responsable des ressources humaines ou une assistante sociale ou un médecin a un besoin plus particulier d'accompagnement, alors il va pouvoir faire appel à un patient partenaire s'il a envie d'entrer en interaction avec quelqu'un qui a validé en fait son expérience de la maladie comme une compétence à part entière après formation. Ça c'est quelque chose de nouveau aussi dans le domaine de la santé, cette notion de patient partenaire. Il y a même des diplômes de patients partenaires et il peut avoir besoin d'accéder à un accompagnement psychologique ou de type coaching, et donc il va pouvoir faire appel à notre réseau de consultants et d'experts, ou à un avocat, par exemple. C'est plus clair ? Il faut conseiller à son employeur et à votre ami de venir vers nous avec plaisir. On essaiera de les convaincre de l'intérêt d'aider ces salariés malades à mieux concilier maladie et travail. Quand on sait qu'on a un quart de la population active à horizon 2025 qui est directement concernée, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le Conseil économique, social et environnemental, et il disait ça avant la crise sanitaire. Donc effectivement, on a des sujets comme les Covid longs qui sont venus s'ajouter, et puis on a aussi beaucoup de décompensations psychiques supplémentaires qui sont venus s'ajouter. Quand on sait qu'on a un quart des salariés qui sont directement concernés, je ne parle pas des aidants et des équipes autour, je ne vois pas quel chef d'entreprise normalement constitué peut se dire que sa boîte va être durablement performante en se privant d'un quart de ses salariés. Donc au-delà du fait que quand on s'occupe bien des gens, ça produit de la performance humaine et économique, c'est plus à démontrer. Il y a un vrai risque, en fait, de pérennité d'une entreprise. Donc, on a quelques chiffres qui, en général, convainquent assez bien les chefs d'entreprise de s'engager dans la mise en place d'accompagnement. Donc, n'hésitez pas. Dans mon entreprise CRISP ou dans le projet de respirateur ? On ne va pas vous cacher qu'il n'y a eu pas beaucoup de femmes dans notre projet de respirateur. Je ne sais pas les raisons. Parce que c'est un projet qui était ouvert tout le monde, on a pris tous les bras qui étaient possibles. Sur les femmes qui nous ont aidés, et qui étaient dans le projet, hein, on a eu beaucoup de personnes aux fonctions réglementaires, donc parce que c'est pas tout de faire un respirateur qui marche techniquement, mais en fait faut se taper 1000 pages de paperasse pour les autorités de santé, et donc on a un groupe de travail qui a fait ça. Également sur les fonctions achats, parce qu'en fait, on avait besoin de beaucoup d'achats de matériel, de tester des composants, etc. Et donc, on avait un groupe exclusivement composé d'acheteuses aussi, et ça nous simplifiait énormément la vie, parce qu'on avait besoin de composants, mais genre dans 2 heures, en fait. Donc. Et c'est dingue, en fait, c'est hyper caricatural. J'ai l'impression qu'on s'enferme un peu nous-mêmes dans des caricatures. En gros, tu avais les hommes à la tech et les femmes à la paperasse. C'est ce que tu es un peu en train de dire? Alors non, parce que les acheteuses, elles font pas que acheter, en fait. Elles ont des vraies compétences technologiques. D'accord. Elles négocient. Non, mais c'est pas que négocier les prix, c'est benchmarker. Est-ce que c'est le bon composant pour le bon truc ou pas? Est-ce qu'il est dans la bonne plage de pression, de fréquence, de température, etc. Elles ont, c'est des ingénieurs, hein. Mais après, c'est pas quelque chose on n'a pas voulu s'enfermer là-dedans. On était très ouverts. Elles étaient parties. C'est une réalité, elles étaient en au fait. milieu de nous. Elles bossaient à côté. On n'était pas en silo. Vous bossez là, nous on bosse là. Chacun son tour, baptisé être un peu dans la difficulté, pas simplement Louise. Juste retour des choses. Est-ce qu'il y a encore des questions? Il est 17h. Je crois qu'on est arrivé au terme de cette passionnante conférence. Juste un mot avant de partir à propos de 42, de cette école encore une fois atypique, et le public est encore une fois bien représentatif de ses talents. Une école où il n'y a pas forcément de professeurs, une école où on apprend l'autogestion et la responsabilité. Quel regard vous portez sur cette école-là aujourd'hui en tant que scientifique, chef d'entreprise et geek et ancien hacker?
Peut-être si je commence en tant qu'ingénieur, je trouve que c'est une école qui est reconnue en termes de apprendre à coder. C'est l'antithèse de ce que vous avez connu Alors, c'est un à peu l'antithèse Polytechnique. de ce que j'ai connu à Polytechnique, mais je pense pas que ce soit un problème. On a besoin d'avoir des écoles aussi différentes pour apprendre à des gens qui aiment apprendre de manière différente. Donc je trouve ça bien de pouvoir avoir le choix de la manière d'apprendre qu'on souhaite mettre en place. Et aujourd'hui, donc il commence à y avoir de plus en plus de filles à 42, mais vraiment, je pense qu'un objectif de 50%, c'est bien, parce qu'une école qui est mixte, c'est toujours plus riche qu'une école où on a une majorité de filles ou de garçons, d'ailleurs, c'est dans les deux sens. Puis je pense à une chose on parlait tout à l'heure des difficultés de payer les gens dans l'hôpital, mais avec vos diplômes, je pense que vous avez été dans le privé, je pense que vous auriez gagné beaucoup plus d'argent, je crois. Non ? Oui, j'ai fait un petit effort. Voilà, on est d'accord. Anne-Sophie ? Moi, je me sens très en affinité avec ce que propose l'école 42, bien au-delà d'ailleurs de la parité homme-femme. Je trouve que c'est une école qui est tout simplement ouverte à toutes les différences, et je pense que du coup c'est une école hyper riche et qui produit beaucoup de richesses. Et Baptiste, pour conclure, mais là je crois que c'est 42, ancien élève de 42. 42, c'est une école qui est fantastique, parce que moi je suis tombé dans la marmite du code étant petit, à 12 ans. Donc en arrivant à 42, je savais déjà coder, mais il faut savoir que vraiment 42, c'est une école qui prend tout le monde. Il n'y a pas besoin de savoir coder en rentrant à l'école. Moi, mes amis, quand ils sont rentrés dans ma promo, il n'y en avait aucun qui savait coder. Et franchement, au bout de quelques mois, c'était fantastique ce qu'ils étaient capables de faire. Tous ont trouvé du travail, évidemment. Et moi, sachant coder en rentrant à l'école, en fait, je suis devenu j'avais une sensation de pouvoir tout faire après, de pouvoir s'attaquer à n'importe quel problème et se dire, en fait, le problème, en fait, il est simple et on va le résoudre. Et c'est grâce à ça aussi qu'on a pu faire un système comme ce respirateur artificiel, parce qu'en fait, à 42, on se met pas de barrière dans la tête. En fait, on se dit pas, c'est pas possible, donc je le fais pas. En fait, les projets sont tellement ambitieux à l'école, parce que c'est vraiment des gros projets à réaliser en groupe, qu'en fait, on est tellement content d'arriver à les faire, ces projets, qu'à la fin, on est super satisfait. Parce que dans une école normale, la moyenne, c'est 10 sur 20. À 42, la moyenne, c'est 16 sur 20, sinon tu recommences. Enfin, en fait, les projets, c'est 80... Ah, mais si je dis ça à ma fille, elle ne viendra jamais demain. Mais en fait, il ne faut pas se dire... Qu'est-ce que je dois lui dire ? Faut pas se dire ça. Parce qu'en fait, les projets sont faits pour être réussis et n'importe qui peut le réussir, mais c'est juste ça apprend l'excellence. Dans le sens où, en fait, on ne peut pas s'attendre à faire une production qui est moyenne. Dans le sens où, quand on finit le projet, à la fin, il va être noté par d'autres étudiants sur une liste de critères qui sont honnêtes. On peut s'attendre tout à fait à la fin du projet d'attendre de réussir tel et tel critère. De toute façon, c'est écrit dans le sujet qu'il faut faire telle et telle chose. Bon, maintenant, si on a fait telle et telle chose et qu'on les fait bien, on peut s'attendre tout à fait à avoir une note normale. Et donc, si on a bien fait son travail, eh bien, on aura la note qui est correcte. Il faut savoir qu'à 42, on peut avoir plus que... donc, c'est noté sur 100, mais on peut avoir un 120 sur 100, donc 140 sur 100. C'est même l'astuce pour avoir à chaque fois les critères, c'est de faire plus que ce qui est demandé. Et du coup, à une jeune fille de 16 ans qui s'intéresse pas forcément au code, probablement, et aux carrières tech, parce que probablement elle dit qu'elle est nulle en maths, et c'est un peu ce moi, que ses profs... en maths, hein. Je peux lui dire ça. Mais moi, j'avais qu'on 10 peut en maths réussir avant. en étant nul en maths. Et j'avais 10 en maths avant. Même tu sais que la mienne fait plus de maths, hein, parce que maintenant on arrête les maths mais en fait, il n'y a pas fin de besoin seconde. de faire des maths pour savoir coder. Et d'ailleurs, pendant la piscine, j'étais très surpris. Donc la piscine, c'est la sélection à 42. Et à chaque fois, à 42, on doit noter, les étudiants se notent entre eux. Et donc je demandais à chaque fois aux autres étudiants, toi, qu'est-ce que tu faisais avant d'arriver? Et donc il y avait, moi avant, je faisais de la plonge, j'étais conducteur de char, moi avant j'étais à Sciences Po, avant j'étais à l'ENA, Polytechnique. Ils venaient tous d'horizons différents, et
à chaque fois, ce qui était incroyable, c'est qu'ils ils se disaient nuls en maths, nuls en logique, mais en fait, ils avaient une logique imparable pour résoudre les problèmes. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'avais résolu le problème en bon développeur, ou en bon ingénieur, en me disant c'est comme ça qu'il faut le résoudre. Et en fait, certains avaient des solutions beaucoup plus simples parce que ils avaient pensé différemment. Ouais. La sélection se fait sur des critères de logique et pas sur des critères de maths. Exactement. Ouais. Pour compléter, les filles, souvent, on a tendance à pas se rabaisser, mais à avoir moins confiance en nous. On a tendance à penser qu'il faut qu'on ait 120 sur 100 avant pour penser qu'on est bonne, alors que n'importe qui dirait 90 suffit. Donc en fait, votre fille, il faut juste lui dire elle est tout aussi capable que n'importe quel garçon de faire de la tech. Et évidemment. Mais ça, c'est facile à dire. Maintenant, il faut le... J'ai une ado, il faut lui rabâcher, il faut lui dire, il faut lui répéter. Il n'y a aucun doute que toutes les femmes peuvent y arriver. La convaincre de venir demain et après-demain. Voilà, le défi, c'est de les convaincre à nous rejoindre. Eh bien, écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup et bravo à vous trois, Louise, Marie, Anne-Sophie, Baptiste, on vous applaudit. Merci à vous.